Salut les zinzins, salut les zinzines, bienvenue sur Vademecum, spécial permaculture. Et c'est vraiment une grande joie d'accueillir dans les studios de la radio, en direct, ici présent, Éric Escoffier qui est avec nous. Bonsoir Éric. Bonsoir. Donc c'est une grande joie Éric de te recevoir et je suis vraiment contente que tu aies trouvé le temps et que tu aies pu te rendre disponible. Ça fait 20 ans que tu t'intéresses à la permaculture. Nous avons du contenu pour largement 5 émissions, donc on fera ce qu'on peut. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être transmises, qui représentent vraiment un savoir, qui représentent des années d'expérience. Et c'est une grande chance pour vous tous qui nous écoutez. Et puis sur le plateau, nous avons aussi Judica Farel qui est avec nous. Bonsoir Sophie. Et je ne sais pas si elle interviendra beaucoup parce qu'elle a un petit peu la crève. Oui. Mais en tout cas, inspiration. Je suis là. Alors, Éric, donc, toi, tu as commencé avec un DEA de mathématiques, tu es chercheur formateur indépendant, tu as commencé à t'intéresser aux espèces fruitières et légumes méconnus rares, d'abord en Martinique, puis dans le Var. Tu as eu des expériences dans l'humanitaire, en Géorgie, dans le Caucase lors de la guerre civile. Tu as œuvré aussi à Paris auprès des sans-abri. Au Rwanda, après le génocide, tu as pratiqué divers métiers, donc mathématiques et puis nature, élagage, entretien de jardin, animateur. Et puis après, tu as fait une expérience et tu as décidé de vivre en forêt tropicale humide en Martinique et en Méditerranée, dans le sud-est de la France, près de chez nous. Et qu'est-ce que tu as réalisé ? Eh bien, l'état catastrophique de notre planète et de notre humanité. Alors, il y aurait beaucoup à dire. Je ne sais pas si tu as envie de prendre la suite. Non, mais ça va. Ça va ? C'est à peu près mon parcours. Voilà. Donc, pour entrer dans la permaculture, après, tu t'es formé, bien sûr, en parallèle avec les grandes permacultrices, avec des Australiens. Et ça, c'était en Afrique, à Istanbul, en France, et tu les as fait venir parce que tu es aussi formateur en permaculture, donc tu organises encore des formations et tu es parfois en mission, comme tu vas l'être prochainement en Afrique. Tu organises aussi des initiations et sorties botaniques et plantes sauvages comestibles. Et puis, tes formations, oui, tu as fait plus de 2000 heures de formation donc sur permaculture et système régénératif, qui est donc le sujet du jour. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, quels sont les besoins vitaux de l'humanité sans lesquels on ne peut pas vivre, hein ? On repart à la base. Oui, on repart à la base. C'est la nourriture, un accès aisé à tout le monde à de l'eau de qualité, potable, au moins la production de matériaux, on a besoin de matériaux, on a besoin d'énergie. Bon, ça c'est évidemment. Et puis, je rajoute, ou les permaculteurs rajoutent, 0 déchet. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de polluer, de détruire comme ça. Donc, ça devient un besoin vital pour nous de ne produire aucun déchet. Et un autre besoin vital aujourd'hui, de plus en plus crucial, c'est de laisser un maximum de place disponible aux forêts et aux écosystèmes sauvages. Et donc, d'être plus efficace sur nos façons de produire et nos surfaces de production de ces besoins vitaux. D'accord, donc tout à l'heure, on a préparé l'émission ensemble. Donc, l'agriculture, ça fonctionne pas depuis longtemps. C'est quoi le problème de l'agriculture ? Et oui, c'est ça le problème, c'est que il y a quelque temps, j'ai intitulé les conférences que je donnais « L'humanité survivra-t-elle à l'agriculture ?» Ça fait 12 000 ans, à peu près, qu'on ne se nourrit plus à partir des écosystèmes sauvages et qu'on a rasé les forêts. Il y avait des forêts partout avant, à peu près, pour faire de la culture d'un champ. L'agriculture, ager, c'est le champ en latin, c'est la culture du champ. Voilà. Le problème, c'est que ce système ne fonctionne pas. Alors, on va en parler un petit peu. Quand on aura fait un bon diagnostic, bon, c'est un peu triste, mais on aura des solutions qui émergeront en fait assez spontanément. Voilà. Donc déjà, pour rappeler que tous les sols de la planète ont été fabriqués par les forêts.
C'est-à-dire qu'il y a 500 millions d'années, la vie sort de l'océan primitif. Et depuis, elle a fabriqué des forêts. Et il y avait des forêts partout sur la planète, à peu près partout sur la planète, à part quelques endroits, un petit confetti par-ci, par-là. Voilà, donc l'agriculture a consisté à raser ces forêts. Or, donc ces forêts, ce sont elles qui avaient fabriqué les sols. Il n'y avait pas de sol sur la planète avant moins de 500 millions d'années. Voilà, donc en rasant les forêts, on a perdu les sols, on a perdu la fertilité, on a perdu les sols. C'est une évidence. On a créé des déserts. Alors pour certaines raisons que je ne détaille pas, on a salinisé des immenses surfaces. L'agriculture aboutit toujours à une salinisation. En fait, on a érodé évidemment. On a détruit à très grande échelle des écosystèmes. Je montre des photos dans les conférences, c'est absolument catastrophique. Ce qu'une poignée d'hommes, d'humains, a pu faire en se trompant, c'est une erreur civilisationnelle, et à s'addicter à une méthode qui ne fonctionne pas. Il faut savoir aussi que l'agriculture, c'est la libération de métaux lourds extrêmement toxiques comme l'arsenic, l'aluminium, le mercure, qui sont naturellement dans les sols, mais qui étaient sous une forme dans les sols qui était inoffensive pour la vie. La vie avait justement émergé dans ce contexte-là. Et notamment, tous ces métaux étaient chélatés, c'est-à-dire complexés dans des grosses molécules, qu'on appelle des complexes ou des chélats, dans la matière organique du sol. Évidemment, lorsqu'on a déforesté, on a fait des déserts, on a perdu toute la matière organique. Le premier coup de vent, première pluie, tout ça disparaît. Et ça fait 12 000 ans que nos sols agricoles relarguent et donc des métaux sous forme extrêmement toxiques. Et on a des mesures complètement folles de plusieurs dizaines de fois, parfois centaines de fois, les doses autorisées dans nos prairies, en Bourgogne par exemple. Voilà, donc ça c'est Gérard Ducerfin qui insiste sur ça, c'est pas tellement connu. Voilà, donc on peut avoir un résumé simple. Il faut aujourd'hui 20 calories à investir dans le système pour en produire une. C'est ça l'agriculture, c'est-à-dire un système hautement déficitaire. Il y a d'autres chiffres aussi, donc ça détruit tout en fait. Donc aujourd'hui, on est arrivé à peine avoir 2000 mètres carrés par habitant de terres cultivables. Or, en France, on en consomme 3 fois plus. Aujourd'hui, le monde, c'est 1 milliard de personnes sous-alimentées, mais des millions de personnes souffrant d'obésité. Je donne des chiffres comme ça, un peu pêle-mêle, pour montrer tous azimuts, tout ce qui ne va pas. C'est l'état des lieux de l'empire de la catastrophe. C'est ça, c'est important. Mais le problème, c'est que c'est l'humanité entière. 8 oranges d'aujourd'hui contiennent la même quantité de nutriments qu'une orange d'il y a 100 ans. En moyenne, on a perdu 20 à 40% de la teneur des oligo-éléments vitaux dans notre alimentation. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui vivent sans eau potable, et chaque jour, plus de 13 000 personnes meurent à cause de l'eau non potable au niveau du monde, majoritairement des enfants. Voilà, sont ça des chiffres catastrophiques. Je reprends quelques chiffres de Lydia et Claude Bourguignon. L'agrobusiness a fait perdre 75% de la biodiversité cultivée. Donc on mange 75% de moins de diversité de ce qu'on avait. À charrue égale, il faut aujourd'hui 6 fois plus de force aux tracteurs qu'historiquement, à cause entre autres de la compaction des sols. L'érosion, c'est plusieurs centaines de tonnes de sol perdues par hectare et par an, un peu partout sur la planète. En Toscane, on a perdu 2 mètres de hauteur de sol en 50 ans. Donc tout ça, c'est Bourguignon qui le dit dans ses conférences ou dans son livre. Le monde perd à peu près un demi-hectare de sol chaque seconde. Ça, c'est ahurissant. Voilà. Voilà, donc on est arrivé à des milliards d'hectares de déserts créés par l'homme, par l'agriculture, avec une aggravation d'environ 20 millions d'hectares de nouveaux déserts chaque année sur la planète. Voilà, en tout, on estime qu'il y a à peu près 5 milliards d'hectares de terres anciennement cultivées, agricoles, que l'on ne sait plus cultiver, qui sont tellement dégradées, salinisées, dégradées, érodées, stérilisées, qu'on ne sait plus les cultiver. Et or, il ne reste plus que 5 milliards. Donc, on en a détruit la moitié, en fait. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces 5 milliards de terres incultivables aujourd'hui, avec l'agriculture, avec la permaculture et les systèmes régénératifs, on sait soit les cultiver, soit les reforester, soit les deux en même temps, ce qui est beaucoup plus efficace et beaucoup mieux. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a un gisement énorme, sans toucher trop au système, finalement. On a un gisement énorme d'amélioration très, très simple.
Alors ça fait plaisir d'entendre qu'il y a des solutions parce que souvent quand on écoute l'actu, que ça parle de transition climatique, ceci, cela, mais finalement il n'y a rien qui se fait depuis Mathusalem. Donc c'est chouette qu'il y ait malgré effectivement des chiffres qui nous glacent d'effroi, il y a des solutions. Juste, tu parlais de bourguignons. Est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus pour ceux qui vont aller les chercher comme ça Oui, Lydia et Claude Bourguignon qui ont fondé le LAMS 21, L-A-M-S 21, laboratoire d'analyse des microbiologie des sols, donc en Bourgogne. Et j'ai cité Gérard Ducerf aussi, qui est un ancien paysan, éleveur aussi, excellent botaniste, ethnobotaniste et inventeur de la théorie des plantes bioindicatrices des sols en même temps, qui est aussi un microbiologiste, un biologiste de très très haut niveau. Super, merci. Je voulais peut-être conclure l'état catastrophique en disant qu'en fait, à partir du moment où on investit 20 calories pour en sortir une, et donc peut-être aujourd'hui c'est 20, peut-être qu'il y a 12 000 ans, 10 000 ans, au début de l'agriculture c'était peut-être un peu moins, je ne sais pas. Et simplement, ils n'avaient pas de tracteur, pas de pétrole, ils faisaient ça à la main, donc je ne sais pas les calories. Mais de toute façon, c'était hautement déficitaire. Ça signifie quoi? Ça signifie des sociétés intrinsèquement esclavagistes, qui produisent très peu en énergie investie et aussi très peu à la surface. Donc nécessairement, il fallait aller prendre des terres ailleurs. Donc nécessairement esclavagiste, impérialiste, violente, inégalitaire, latifondiste, c'est-à-dire inégalitaire parce que la personne qui avait un peu plus de ressources captait le foncier, capter le bétail, c'était une valeur, c'était pas que l'argent, et les inégalités s'accroissaient, etc. L'agriculture, c'est intrinsèquement des sociétés inégalitaires, impérialistes, latifondistes, esclavagistes, etc. Donc c'est de ça dont il faut sortir. Ça ne date pas d'aujourd'hui, donc voilà. Latifondiste, c'est que certains s'accaparent tout et ça crée l'esclavagisme. Ouais. Des propriétés immenses. Latus, c'est grand en latin, et donc, avec de moins en moins de personnes qui détiennent de plus en plus de surface. Et ça continue. Bill Gates achète une grande partie du foncier cultivable aux États-Unis, par exemple, et partout dans le monde. Voilà. Donc le nombre de petits paysans s'écroule, les courbes se croisent en fait, et la surface des exploitations part en exponentielle. Tout à fait. Quand on a préparé l'émission, tu as dit une phrase que j'ai bien aimée. Tu as dit attention, l'agriculture se casse la gueule, mais c'est pas les agriculteurs, quoi. Oui. Et ça, on va en dire. Si tu veux en dire juste un mot, puis après on fera une petite pause musicale. Oui, non, c'est sûr que c'est important. Je critique violemment l'agriculture. Je dis que si on ne l'abandonne pas totalement, on ne s'en sortira pas. L'humanité va disparaître et va continuer de dégrader les écosystèmes. Bon, la vie s'en remettra sur Terre, mais ça sera sans nous. Alors, je ne sais pas si c'est le projet. Si c'est le projet, autant le dire tout de suite. C'est pas la peine de se battre. Mais oui, l'agriculture, il faut arrêter. Par contre, c'est vrai que les agriculteurs, y compris parfois les gros, avec leurs pesticides et leurs gros tracteurs qu'on pointe du doigt comme étant des gros méchants pollueurs, ils sont pris tout autant que nous, consommateurs, ou le petit producteur en AMAP du coin qui n'arrive pas à accéder au foncier, par une énorme machine, des gros lobbies supranationaux, avec des puissances au-dessus des États, en fait. Et donc, c'est très difficile de sortir de ce système-là. Il y a effectivement un problème politique. Donc, moi, je suis scientifique, je ne vais pas parler de ça, c'est pas le sujet ce soir, mais c'est vrai que, oui, et donc surtout pas jeter d'ailleurs, ces gros agriculteurs se suicident de plus en plus. Voilà, tout le monde souffre, on est tous victimes de ce système-là. Ceux qui produisent, ceux qui mangent, et puis ceux qui s'approprient les biens et qui contribuent à faire des sociétés inégalitaires et tout ce que tu as dit. Alors, en plus mais sur base quand même d'une erreur biologique. C'est ça qui a abouti à ça. Mais moi, c'est sur ça que je veux revenir. On parle d'erreur biologique et donc on sait corriger une erreur biologique. D'accord. Alors, en plus de tes talents et ta connaissance dans la permaculture, tu es aussi amateur de musique et c'est toi ce soir qui nous fait la playlist. C'est parti.
Vademecum spécial permaculture avec Éric Escoffier et Julie Gaffarel. Donc on vient d'écouter un morceau qui touche énormément Éric, qui a vécu en Géorgie, donc polyphonie traditionnelle géorgienne, Voices of Georgia, Chum Magnarchi, donc musique faite pour le sacré. Et tu disais tout à l'heure que Colline ne s'était pas trompée dans La Belle Verte puisqu'elle les a elle a utilisé ces musiques dans ce magnifique film. On repart sur la permaculture et on s'était arrêté sur... c'était quoi? C'était une erreur biologique. Une erreur biologique. J'allais dire erreur écologique, mais non, ça c'est le résultat. Oui, non, c'est oui, les deux. Ben voilà, donc on va détailler plus après, bien sûr, mais l'agriculture enfreint à peu près toutes les lois de l'écologie, de la biologie, de la physiologie végétale, de la nutrition des racines, on va le voir. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces lois, on les connaît, il suffit de les rétablir. Hein. Donc, en fait, la solution, scientifiquement, elle est assez simple. Voilà, donc la permaculture naît dans les années 70-75, justement donc, en Australie, à l'initiative donc de Bill Mollison et David Holmgren, et puis ensuite Rosemary Morrow, etc., Robin Francis, des grands permaculteurs ont continué le travail, né pour résoudre ce problème qui est comment produire nos besoins vitaux, nourriture, accès à l'eau potable, matériaux, énergie, zéro déchet et laisser un maximum de place aux vivants sauvages d'une manière non destructrice, sans manger 20 calories pour une, sans faire des déserts, voilà. La forêt précède l'homme, le désert les suit. Non, mais voilà. Donc c'était une solution pour ça. Donc bon, on passe sur l'histoire. Hein. Australie, des années 70, ça a continué, ça s'est propagé un peu beaucoup dans les pays anglophones et puis après un peu partout sur la planète, en Afrique, etc. Pas beaucoup en France. Pour certaines raisons, bon, peu importe. Mais voilà, c'est aujourd'hui une science. Donc c'est une science nouvelle, effectivement. Qui est là pour répondre à cette problématique-là. L'idée fondamentale, c'est que donc, comme on l'a vu, l'agriculture est hautement déficitaire en énergie totale, c'est un système déficitaire. Les Bill Mollison et David Holmgren se sont dit, est-ce qu'on peut prendre modèle sur les systèmes naturels pour créer des systèmes humains qui soient aussi efficaces et donc qui soient donc excédentaires en énergie totale, qui produisent plus qu'ils ne consomment. Donc ça, c'est la définition du mot sustainability en anglais, donc on traduit par soutenable éventuellement en français. Un système est soutenable s'il produit plus qu'il ne consomme en énergie totale.
Ça, c'est la définition des permaculteurs. Pour l'ONU, c'est un système soutenable qui ne consomme pas les ressources des générations futures. Donc, on comprend bien que le deuxième découle du premier, mais la définition des permaculteurs est opérationnelle parce que ça se mesure. On prend des calories, combien on investit de calories dans la parcelle, combien on en retire, et on voit très bien si le système est excédentaire ou déficitaire. Voilà. Et donc, la permaculture, on estime aujourd'hui qu'on produit, pour une investie, on produit plusieurs calories, des dizaines peut-être. Voilà. Donc, on a une inversion du ratio. C'est-à-dire, si on compare les deux, on pourrait imaginer qu'en travaillant 10 fois moins, on produise 20 fois plus. Hein, parce que l'un, c'est un 20e et l'autre, c'est 10 peut-être, le ratio output sur input, hein, pour ceux qui aiment les mathématiques. Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif de la permaculture. La définition, c'est concevoir des systèmes donc soutenables, c'est-à-dire excédentaires en énergie totale, c'est-à-dire finalement régénératifs, hein, puisque ils produisent plus qu'ils ne consomment, ben de fait, on peut régénérer avec ça des écosystèmes, il y a un gain. Un banquier comprend très bien ça. En gros, ça veut dire qu'on va créer des systèmes où on va pouvoir prélever une partie de l'intérêt, mais pas le capital. L'agriculture a consommé le capital, elle a rendu un désert à la place. Là, on consomme une partie de l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? C'est l'accroissement annuel de biomasse. Hein, d'accord? Donc voilà, c'est ça l'objectif de la permaculture. Donc c'est bien une science de l'ingénierie de systèmes dont la propriété caractéristique définitoire est d'être excédentaire, c'est-à-dire régénératif en énergie totale, produire plus qu'il ne consomme. Alors, il y a une méthodologie évidente. On commence par faire une étude de site, une analyse de site. Analyse, étude, bon, ça dépend si on est plus analytique ou plus holistique, mais c'est plutôt une étude, on va dire, avec de l'analyse au bon endroit. Ensuite, on ne fait rien, on va rédiger, comme un urbaniste ou un architecte, on va rédiger ce qu'on appelle un design. Donc, c'est du texte, c'est des listes, c'est des plans, c'est des cartes, où on va, toute la planification de ce qui devra être fait est programmée dedans. Voilà, donc on ne commence pas par faire quelque chose en permaculture. Ce n'est pas des techniques, ce n'est pas des recettes, ce n'est pas des trucs, ce n'est pas des stratégies, c'est pas ça, c'est une science de l'ingénierie, une méthode de l'ingénierie de systèmes qui ont cette propriété d'être excédentaires. Voilà. J'insiste beaucoup, hein, on voit beaucoup, notamment en francophonie, j'ai envie de dire, sur Internet, des choses sous l'appellation permaculture qui n'ont strictement rien à voir avec la permaculture. C'est des recettes, c'est des trucs, c'est des techniques, il n'y a pas de définition, c'est en rien. La permaculture, c'est au métaniveau. Les techniques, les stratégies, c'est au niveau. Mais en amont, il y a des principes de concevoir un système. Qu'est-ce qu'on va choisir comme stratégie, celle-ci plutôt qu'une autre, telle technique plutôt qu'une autre, pourquoi, quand est-ce qu'il est mieux de ne rien faire, quand on le fait, quels éléments on met en place les uns par rapport aux autres, etc. Ça, c'est le design, c'est-à-dire la conception, l'aménagement, la planification. C'est ça l'objet de la permaculture. Donc c'est bien une science de l'ingénierie. Un ingénieur, il fait du design, il design une voiture, il ne va pas mettre le volant derrière le fauteuil, il le met devant les mains. Bon, ben c'est la même chose, ni plus ni moins. Une science du design de systèmes, donc excédentaire, si vous voulez, régénératif, efficace, hyper productif, etc. Voilà. Est-ce que tu veux parler, si ça peut être compréhensible, tu avais évoqué tout à l'heure les patterns, les archétypes, quelque chose entre force et potentiel. Oui, parce que là, on a dit l'objectif. La première pierre de cette science, c'est quel modèle on prend. Et le modèle choisi, évidemment, c'est la façon dont fonctionne le système naturel. Donc ce n'est pas du biomimétisme, ce n'est pas l'imitation de la nature, c'est la compréhension des forces et des processus, de la façon dont fonctionne le système naturel que l'on va utiliser dans nos designs, c'est-à-dire dans nos conceptions de nos systèmes humains. D'accord, pour produire, soit pour produire nos ressources vitales, soit pour reforester, soit les deux en même temps. Voilà, donc c'est bien oui. Alors, ce modèle-là, encore faut-il savoir d'abord quel est le modèle. On ne va pas regarder les systèmes agricoles, qui sont des systèmes malades. L'idée, c'est de regarder le vivant sauvage. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? La façon dont fonctionne le vivant sauvage. Ensuite, comment on le regarde? Avec, déjà, il y a une neutralité historique et émotionnelle ou idéologique. Une fois qu'on a compris que l'agriculture ne marche pas, ben on se débarrasse de ça, on redevient neutre, on se pose la question, je suis un extraterrestre, je débarque sur Terre, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça fonctionne? Bon, ben évidemment, à partir de là, je peux inventer des choses innovantes, nouvelles, etc. Et donc, ben, je vois que la nature l'a fait spontanément il y a 700 millions d'années, puisqu'il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de végétaux
sur les terres, hein, tout est dans l'ensemble primitif, on peut le refaire. Donc c'est ce modèle-là qu'on va prioriser et on a un outil fondamental pour comprendre comment fonctionne le système naturel. Il y en a plusieurs, hein, mais qui est un outil d'observation, c'est la notion de pattern. Alors, je le définis rapidement, mais après je renvoie vers le site internet parce qu'il y a énormément de choses à dire. Dans les formations, c'est au moins 1h30 entière, une séance sur les patterns dans la nature. Hein. Patterns in nature, il y a des bouquins écrits sur ça, etc. Mais en gros, un pattern, c'est un archétype de forme ou de processus. Ça peut être purement spatial, comme, je sais pas, le chou romanesco, la double hélice des pignes de pin, du chou romanesco, là. Ça peut être purement temporel, comme les cycles, une balançoire par exemple, ça a des cycles, un pendule, voilà, ça peut être spatio-temporel, les cycles des saisons, il y a bien un changement spatial et un changement temporel dans les saisons. Bon, là je donne des exemples très simples, voilà, mais je vais pas, on n'a pas le temps de les détailler plus, mais sans cet outil, ce que les permaculteurs, les anglophones sont beaucoup plus concrets que nous, hein. Ils ont compris que si on n'avait pas un esprit tourné vers le pattern comme un macroscope, une façon de comprendre le vivant, de comprendre la nature, de comprendre la terre, de comprendre même nos propres systèmes. Il y a des patterns dans les systèmes humains, hein. Il y a des patterns dans la reproduction des animaux, il y a des patterns dans la démographie, il y a des patterns dans, par exemple, la taille des villes, etc. Il y en a partout. En fait, le monde entier n'est que le fruit du travail et du retravail, pour paraphraser un auteur anglais, donc du fonctionnement, du refonctionnement d'un tout petit nombre de patterns. Donc, quand on a compris qu'il y a un petit nombre de patterns, en les comprenant, évidemment, on va pouvoir avoir une action fondamentale sur l'écosystème que l'on veut faire. Et les patterns renforcent des forces, des potentiels. C'est un peu le moteur qui fait que le vivant et les systèmes naturels, pas que les systèmes vivants, parce que la topographie, c'est pas forcément un système vivant, l'érosion, les montagnes, etc., il y a des systèmes naturels non vivants, mais tous ces systèmes fonctionnent comme des patterns qui interagissent les uns avec les autres, les uns dans les autres. Il y a des patterns de prédation, etc. Voilà. Je vous invite à aller sur le site internet. Il y a des choses très importantes sur les patterns qui sont données dedans. Voilà, sur le site de Radio Zinzine, on relaiera donc sur cette émission ton site internet. Oui, c'est Permaculture sans frontières, hein, c'est facile à retenir. Puis c'est un jolie appellation. Il y avait une chose aussi que je voulais dire, un autre outil de la méthodologie de la permaculture, on a défini ce qu'on appelle des zones. Il y a de la zone 1 à la zone 5. Je vais peut-être pas le détailler, mais il faut quand même garder en tête que c'est l'outil principal qui nous permet de planifier l'écosystème physique, géographique, et qui nous permettrait aussi de sortir des conflits d'usage du foncier d'une manière efficace. Bon, voilà, mais je ne peux pas détailler plus, mais c'est très important d'aller voir ça. Il y a des bonnes définitions, il y a des mauvaises. Bon, mais en tout cas, c'est crucial. La zone 5 étant un peu la zone de conservation naturaliste, celle dans laquelle on n'est pas censé aller. Éventuellement, s'il n'y en avait pas, on la réhabilite, donc on intervient pour la fabriquer, ou la lancer, mais on n'est pas censé y aller. Voilà. Ok, on va poursuivre. Je conclue peut-être sur la permaculture. Donc c'est une science, pour conclure, qui est récente, qui est holiste et non pas très analytique. C'est une science du macroscope, parce que le réel, le monde vivant, le terrain, c'est bien holiste. Et c'est une science des solutions. Elle est basée sur des solutions. Et elle est basée à la fois sur des critères d'efficacité, de productivité, on l'a dit, et des éthiques qui sont assez communément citées, donc je ne vais pas en parler. Voilà, comme c'est très dense, avant de continuer sur la loi des systèmes naturels et clés des systèmes régénératifs, ou autre chose selon ce que tu souhaites, on va faire une petite pause musicale. Go!
Voilà, c'était le chœur féminin bulgare traditionnel. Super choix magnifique de Eric. Et on continue sur la permaculture. C'est à toi, Eric. Ok, donc je fais une petite transition. On va voir le modèle, ces fameuses lois des systèmes naturels. Simplement, cette histoire de permaculture, c'est de dire que ce qui est universel, ce sont les éthiques, le modèle et les principes. Il y a une quarantaine de principes, on n'a pas le temps d'en parler là, mais qui marchent partout, et en tout lieu, en tout temps, universels, quel que soit le groupe, etc., et qui permettent justement, avec la vision des patterns, etc., de pouvoir faire les conceptions, les designs de nos systèmes après, donc pour qu'ils soient hautement productifs, comme on l'a dit. Par contre, et savoir choisir et pourquoi et comment on va prendre telle stratégie plutôt qu'une autre, telle technique plutôt qu'une autre. En général, on réinvente des stratégies, des techniques, en s'inspirant de ce qui a pu être montré comme exemple dans les formations, évidemment, mais c'est rare qu'on les reprenne telles quelles. Voilà. Donc, maintenant, c'est le modèle fondamental sur lequel est basée la permaculture. Donc, les lois de système naturel, je l'ai déjà dit. Alors moi j'aime bien ton histoire que tu m'as racontée tout à l'heure sur la brève histoire de la Terre et de la vie. Oui. C'est là que vient la forêt, ça m'a beaucoup plu. Oui. Mais oui, parce que 12 000 ans d'agriculture, ça nous impacte à la fois au niveau des connaissances, enfin c'est des fausses connaissances qu'on croit savoir, mais bon, voilà, ce qu'on apprend, ce qu'apprennent les agriculteurs, l'agronomie, etc. Ça nous impacte émotionnellement, idéologiquement, socialement. On a beaucoup de mal à dire l'agriculture, ça marche pas, et à comprendre autre chose. Mais là, il faut vraiment jeter tout ça, comprendre autre chose. Je me suis dit, la bonne façon, c'est de partir au début. Au début, sur Terre, il y a 4 milliards d'années, on avait sur la Terre, dans l'océan et dans l'atmosphère, un stock de molécules chimiques minérales en réalité. Et puis, il y avait cette énergie du soleil qui arrivait là sous forme de chaleur et de lumière. Et du point de vue d'un permaculteur, de la permaculture qui est forcément biocentrée, le but c'est quand même de produire des ressources et à manger, etc. Donc, et puis reforester. Donc, on a un point de vue biocentré, assumé. Ce stock de molécules inertes sur la Terre et cette énergie du soleil qui frappait là-dessus étaient deux déchets inutiles à la vie. Il n'y avait pas de vie. Et puis, il y a un miracle spontané qui émerge il y a à peu près 2,5 milliards d'années. C'est dans l'océan primitif, les ancêtres, on va dire, des plantes, des algues et des plantes, se mettent à faire de la photosynthèse primitive. Voilà. Bon, j'ai sauté une petite étape, mais c'est pas très important. Et cette nouvelle interaction qui émerge spontanément va faire de deux déchets, encore une fois, du point de vue de la vie, va créer la vie à partir de ça, avec création de nouvelles molécules, des molécules organiques, celles qui constituent les végétaux et les animaux, à savoir les sucres, les lipides, la chlorophylle, les acides aminés, les bases azotées de l'ADN, organique de l'ADN, etc., les protéines, etc. Donc, ça, c'est la vision du permaculteur. On a des déchets et on veut convertir ces déchets en une ressource, mais pour ça, il faut les mettre ensemble de la bonne manière et se débrouiller pour qu'il y ait des bonnes interactions entre ces déchets pour que ça fonctionne. Un parallèle tout bête à l'autre bout de l'échelle, c'est de la sueur d'un côté et de l'urine de l'autre, qui sont deux déchets. L'urine, c'est toxique, c'est beaucoup trop azoté, on ne peut rien en faire. Ou alors, il faut la diluer énormément. Enfin bref. Si on les mélange, on va pouvoir avoir un compost qui, lui, devient une ressource. Et on s'est débarrassé de deux déchets toxiques. Pour les sols, par exemple, pour la vie. Voilà. C'est un des principes. C'est le principe. Voilà, c'est un des principe fondamental. Voilà, alors donc les conclusions de cette brève histoire de la Terre et de la vie, c'est que, la vie est une propriété émergente, un phénomène spontané et donc gratuit totalement. Donc si ça a été fait, on peut le refaire. La photosynthèse est une espèce de miracle. Bon, voilà, c'est que la vie, essentiellement, ce sont des plantes. Voilà, pour moi, ça c'est crucial. Il faut juste rappeler que les plantes, pour toi, c'est aussi les arbres. Oui, c'est ça. C'est vrai que pour le commun en général, c'est les plantes, c'est des herbacées. Oui, non, c'est ça. Ouais. Alors, en botanique, on ne parle jamais de végétal. Le baobab est une plante, au même titre que le pissenlit est une plante. Voilà, donc la vie, c'est des plantes, c'est la photosynthèse, c'est la feuille. Voilà, c'est là que se synthétise tout ce qui constitue les tissus végétaux, les tissus animaux. Une autre chose à dire, à souligner, c'est qu'il y avait des forêts partout, à peu près partout, à part quelques petites zones aux hautes latitudes et aux hautes altitudes, voilà, des forêts partout. Donc tout ça, c'est spontané, c'est gratuit, c'est facile. Donc finalement, on comprend la solution, elle va être simple. Alors simplement, il y a deux mais. Le premier mais, c'est que ces plantes pullulent effectivement spontanément
mais elles ne sont pas complètement autonomes. Elles sont abreuvées et nourries au niveau de leurs racines par des micro-organismes. Et donc, la plante n'est pas autonome, c'est le micro-organisme qui est en fait l'artisan majeur de la vie, du sol, de la fertilité et de toutes nos productions, de toute notre nutrition. Ces micro-organismes-là, disons tout de suite qu'ils sont aérobies, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une quantité élevée d'oxygène dans le sol. Donc il faut que le sol ne soit pas compacté, soit pas toujours mouillé. Il faut qu'il y ait de l'air là-dedans. Donc on parle de perméabilité, on parle de rapport air sur eau. Bon, c'est important de dire qu'ils sont aérobies. Donc soit des champignons, soit des bactéries aérobies. Mais ce qui est... Bon, on va dire après. Alors après, il y a un deuxième mais, c'est que donc là, on a compris, s'il y a ces micro-organismes qui pullulent dans le sol, alors nos racines et nos plantes seront nourries et seront hautement productives. Et on va voir que ce n'était pas le cas de l'agriculture. La condition pour que ces micro-organismes vivent, soient présents dans le sol, il faut, et en fait il suffit, que le sol soit toujours couvert, jamais à nu. Donc, alors c'est drôle que tu dis « il suffit » parce qu'effectivement, depuis la nuit des temps, ça n'a quasiment pas jamais été fait. Alors, pas depuis la nuit des temps, mais depuis 12 000 ans que l'humain s'est pris pour meilleur que la nature. Puisqu'avant, ça a toujours été ça, et puis depuis 12 000 ans, on a perdu ça. Donc, on a perdu la capacité des plantes naturelles à se nourrir par leurs racines. Voilà, donc il faut couvrir le sol. Alors, on parle de litière dans les écosystèmes sauvages, on parle de mulch dans les écosystèmes domestiques. Il y en a qui parlent de paillis, mais c'est pas trop bon parce que la paille est probablement le moins bon des mulch. Donc moi, je garde l'appellation mulch. Voilà. Une chose aussi, c'est que lorsqu'on a cette litière, ces micro-organismes se mettent à travailler. Ils vont créer ce qu'on appelle des horizons pédologiques. Donc, on va les citer rapidement de haut en bas. En haut, donc c'est la litière non encore décomposée, donc la matière organique, des rameaux et des feuilles tombées, voilà, des herbes. En dessous, il y a la même chose, mais décomposée. C'est le processus à la fin, finalement, d'un tas de compost. Donc là, c'est l'humus en forêt. Chez nous, on va parler de terreau, éventuellement, ou d'humus en dessous. Donc, ça, c'est le numéro 2. Le troisième horizon, c'est celui qu'on appelle, au centre de la pédologie, à proprement parler, le sol, ou complexe argilo-humique. C'est l'association d'une particule d'humus et d'une particule d'argile liées entre elles par un ion doublement positif, tel que l'ion Ca++, l'ion calcium. Voilà. Et ça, c'est très fragile. C'est une liaison qui est extrêmement fragile, très facile à casser. Et on verra que ce sont les micro-organismes qui en sont les artisans, etc. Bon, voilà. Et alors, si on descend encore plus bas, on a la fraction minérale pure, avec les argiles structurées, avec une structure dite colloïdale, bon, je n'ai pas le temps d'insister, et en dessous, les argiles déstructurées, la roche-mère. Donc, en fait, si on reprend d'en haut, on a purement l'organique, la litière et puis les humus qui sont aussi un colloïde. Ouais, c'est ce que tout à l'heure j'ai bien aimé Julie parce que tu disais que c'était là la véritable alchimie. Quand on parlait des strates. Parce que les sols non couverts, ça aboutit progressivement à un grignotage du capital et puis des productions carencées. C'est vraiment un cercle totalement vicieux. Et puis là, donc les horizons podologiques que tu es en train de... Oui, podologique, pardon. C'est pas la même chose que tu rappelles. Donc vas-y, je te laisse les rappeler du coup. Voilà. Mais donc d'en haut, la litière et puis l'humus. L'humus, c'est un colloïde. Ça, c'est organique. En bas, les argiles, la roche-mère, et au-dessus de l'argile, un peu mieux structuré, on va dire colloïdaux. Et au milieu, la rencontre des deux, ce complexe organo-minéral qui est le complexe argilo-humique. Tout, à chaque niveau, les choses sont fabriquées par des micro-organismes. Bon, la litière, non, c'est la chute des feuilles et des branches. Mais ensuite, l'humus, c'est des micro-organismes qui décomposent. En dessous, ce sont des micro-organismes symbiotiques des racines qui attaquent la roche-mère, fabriquent les argiles à partir de la roche-mère et libèrent des ions, notamment des ions bipositifs qui vont permettre l'association. Et en fait, c'est des micro-organismes qui, littéralement, avec leurs petits bras et les enzymes qu'ils sécrètent, vont faire ce complexe argilo-humique, ces particules de sol, qui a ses propriétés d'être une semoule, d'être perméable, d'avoir un bon rapport air sur eau, d'avoir une odeur, etc. Bon, voilà, j'insiste pas. C'est ce que tu disais, c'était l'intelligence du vivant. J'avais noté un chiffre où tu disais c'est fois 10 000. Tu parlais de quoi ? On va peut-être arriver effectivement là. Juste noter que donc, ces micro-organismes et ces racines, cette symbiose, fabriquent son propre milieu de vie et ses propres ressources. Mais son propre milieu veut sa propre perméabilité, sans quoi il n'y aurait pas assez d'oxygène.
et il n'y aurait pas le bon rapport air sur eau, il y aurait pas, parce qu'ils sont aérobies. La plupart, plus aérobie en surface et moins aérobie en profondeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas ni mélanger ni inverser les horizons pédologiques. Pas question d'enfouir, de faire un trou, de mettre du fumier au fond et de recouvrir de terre. Là, on fait des catastrophes. On ne fera jamais d'humus avec ça. Voilà, donc cette perméabilité, ça nous permet aussi de mettre en avant un grand principe, c'est-à-dire que l'eau liquide va les tuer, puisque ces micro-organismes sont aérobies, ils ont besoin d'oxygène. Donc j'insiste lourdement en disant que l'eau est toxique pour les plantes et pour les sols. On entend parler partout que l'eau, c'est la vie. Oui, non, l'eau liquide est toxique pour les sols et les plantes. Et d'ailleurs, le système s'en débarrasse au plus vite. Et les forêts, les arbres sont l'artisan majeur qui permet de se débarrasser de l'eau de pluie, qui est toujours en excès, en l'infiltrant dans les nappes phréatiques, parce qu'elle a créé cette fameuse perméabilité, parce qu'il y a ce système racinaire qui fait le travail. D'où la grande problématique avec, effectivement, la déforestation qui ne permet plus cela. Exactement. Alors, sur cette dernière phrase sur l'eau, tu vas y revenir, parce qu'elle est quand même effectivement un peu choquante pour qu'on soit sûr que ceux qui nous écoutent la comprennent bien. Et on va se faire une pause musicale. Ça voyage avec la musique brésilienne, c'était Testamento. On continue avec Éric Escoffier sur la permaculture. Ok, donc tu voulais que je rebondisse un peu sur l'eau. Donc l'eau est toxique pour les sols et les plantes parce que les micro-organismes responsables de la nutrition et de l'abreuvement des racines et des plantes sont aérobies. Donc s'il y a trop d'eau dans le sol, c'est pas possible. Donc le système s'en débarrasse parce qu'il est perméable, parce qu'il y a des arbres, parce qu'il y a des racines. Et donc, encore une fois, le système crée son propre milieu de vie en créant cette perméabilité, ce rapport air sur eau. Voilà, pas trop d'oxygène, mais... Donc, en fait, l'idée, c'est jamais mouillé, jamais sec, toujours humide. Et ça me permet de dire une chose, c'est que les inondations ne sont jamais dues au fait qu'il a beaucoup plu pendant un temps. Bref, ça c'est ce qu'on nous raconte à la télé, c'est complètement faux. Les inondations sont toujours dues au fait que ça a été déforesté, qu'on a perdu la perméabilité des sols. Un sol forestier, ça peut être une capacité de perméabilité de 40-50 cm de pluviométrie à l'heure. Alors qu'un champ à nu, même plat, va faire des flaques au bout de 3 mm de pluviométrie. Ah oui, ça, c'est Voilà. Dysfonctionnant. Donc, à partir du moment où on a une perméabilité normale, il ne peut pas y avoir d'inondation. C'est pas possible. Et les mêmes systèmes qui un jour sont inondés, demain seront en sécheresse. Et les systèmes qui aujourd'hui sont en sécheresse, demain seront inondés. Donc sec égale mouillé.
toujours. Que ce soit pour le sol, que ce soit pour les inondations, que ce soit pour les incendies. Là où il y a une inondation, demain, il y aura un incendie, à moins que ce soit un désert total. Hein, c'est les mêmes systèmes qui brûlent ou qui sont sujets aux inondations ou qui sont en sécheresse. À l'inverse, nous, on veut des sols et des systèmes en permanence humides où vivent ces micro-organismes, où la perméabilité est excellente et où les racines et les plantes pullulent et sont puissantes. Voilà, et où c'est parfaitement mycorhizé du coup. Voilà, et alors donc on en arrive à une classe quand même particulière de micro-organismes qui sont ces fameux champignons mycorhiziens, donc c'est des filaments, hein, c'est le mycélium. Hein. Et on estime qu'un chêne adulte en Angleterre, pour citer la source était sur une étude en Angleterre, l'ordre de grandeur de la longueur cumulée de ces filaments de champignons, de ce mycélium mycorhizien, qui pénètrent dans les racines et qui nourrissent les racines des plantes, là en l'occurrence du chêne, c'est 40 000 kilomètres. Il y a 40, donc là, le chêne est connecté à 40 000 km de filaments de champignons mycorhiziens, de mycélium mycorhizien. Donc là, c'est le premier réseau, en fait. Voilà, c'est le réseau, ça unit tous les arbres de la forêt. C'est ça qui va permettre de prospecter l'humidité et les micro-organismes qui se lient aux racines. Enfin, c'est une alchimie incroyable. Ils s'émettent des signaux entre eux pour se reconnaître, enfin, dans le sol, etc. Tout ça, s'il y a du sol pédologique, il y a ce complexe argilo-humique. Parce que sinon, ça ne marche pas. Hein. Il n'y a pas de mycorhize, ça ne marche pas. Voilà, et c'est à ça qu'on doit vraiment revenir pour que ça fonctionne. Absolument. Et ça aboutit à, d'après Wikipédia même, un facteur 10 000, c'est-à-dire que la capacité d'exploration et de captation de l'eau et des ressources minérales par les racines est multipliée par 10 000 par cette fameuse symbiose mycorhizienne. Donc ces champignons sont nourris par les racines en sucre et eux fournissent l'eau et les minéraux à la plante. Donc on voit que dans les lois de la nature, c'est juste la perfection. C'est la perfection. Et nous, on est ridicule avec nos arrosoirs ou nos systèmes, même nos grands systèmes d'irrigation et nos engrais, alors que là, il y a fois 10 000 de prospection, 40 000 km de mycélium. On est ridicule, en fait, à vouloir faire mieux que la nature. On a juste tout détruit, en réalité. Et qu'est-ce qui fait finalement que ces principes-là qui visiblement fonctionnent de façon fiable, ne se font pas. Même si la permaculture a une cinquantaine d'années. Oui. Mais on voit que, tu as vu les chiffres que tu as donnés qui étaient alarmants en début d'émission. Qu'est-ce que toi tu as à dire là-dessus ? Non, là, c'est à la fois un problème historique et politique. Donc moi, en tant que scientifique, j'ai rien à dire là-dessus, sauf que les permaculteurs australiens ont donné un cadeau à l'humanité, qui manifestement ne l'a pas compris, c'est sauver à la fois l'humanité et la planète. Et maintenant, c'est un choix sociétal, politique, de s'en emparer ou pas. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la marge, c'est facile, on peut aider. Bien sûr, il y a la transition, les permaculteurs parlent d'une transition. Comment on réorganise les choses pour arriver à ça ? Mais là, c'est une autre émission, parce que là, on n'a pas fini de définir l'objectif. Ouais. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que donc, le bon niveau pour comprendre ces histoires-là, c'est le niveau du micro, les micro-organismes, et le niveau des arbres et des forêts. Donc le niveau du micro et le niveau du géant. C'est les deux faces d'une seule et même chose qui est la régénération, les lois des systèmes régénératifs. Hein. Le micro et la forêt, les arbres. Il manque toujours d'arbres dans nos systèmes. Je n'ai jamais vraiment vu, à part des systèmes faits par des grands permaculteurs australiens, globalement, je n'ai jamais vu de système où il y a suffisamment d'arbres, en fait. Donc, il faut injecter plus d'arbres, parce que plus d'arbres, plus de racines, plus de micro-organismes, ça marche ensemble. Et l'autre chose qui est très importante à comprendre, on en arrive à l'eau, c'est que si on a compris tout ça, on a une équivalence, je prétends, j'espère pouvoir prouver qu'on a une équivalence entre les plantes et l'eau. C'est-à-dire que si j'ai pas d'eau, j'ai un désert, je peux mettre des plantes dans ce désert, il y a des techniques pour ça, on peut faire du semis directement en place de certaines espèces hyper pionnières, etc. Bon, il y a des stratégies, il y a des techniques, et à partir du moment où je réinjecte des plantes dans un désert, je vais faire pousser de l'eau. Quand j'ai des plantes, j'ai de l'eau. Bon, si j'ai de l'eau, je peux faire pousser des plantes, tout le monde le sait. Il y a une équivalence entre les deux. Et ça, c'est une excellente nouvelle. On a 5 milliards d'hectares qu'on ne sait plus utiliser. Il y en a qui sont des déserts. On met des plantes là-dedans. En fait, le moteur perpétuel, il existe vraiment. C'est la photosynthèse. C'est ce qu'a fait la vie quand elle a démarré au départ. C'est plus on met de plantes, plus il y aura de plantes. Donc, on commence par mettre un petit peu des plantes, des pionnières, celles capables de pousser dans le pire enfer. Et puis après, ça ne s'arrête plus. Il y a plus de plantes, plus d'humidité et on arrive à ces systèmes productifs. Elles sont capables, Eric, parce que finalement, il y a toujours de l'eau au fond, même si c'est loin, de l'humidité. Voilà, de l'humidité. Et parce qu'au départ, elles n'en ont pas besoin aussi. Les vraies pionnières sont capables
capable de se contenter de très peu d'humidité. Je pourrais citer des exemples de déserts qui repartent en prairie alors qu'on n'a pas ajouté une graine, pas ajouté une goutte d'eau, on a simplement fait des empreintes dans le sol. Voilà, bon, des choses que je donne dans les conférences ou dans les formations. Il y a tout un tas d'exemples. En Jordanie aussi, on a refait pousser des fruitiers, tout un tas de choses, même des champignons qui ont poussé spontanément dans des déserts. Dès qu'on amène, alors soit du mulch, finalement, soit des plantes, soit de l'eau, les trois sont équivalents en fait. On arrive à refaire pousser des plantes et c'est parti exponentiellement. On a un cercle vertueux, une spirale vertueuse qui se crée. Pour l'eau, je voudrais juste dire une chose. Là, on passe un peu dans le monde des ingénieurs, on va dire. C'est-à-dire, on sort de ça, des micro-organismes et des plantes qui ont ces capacités qui nous dépassent totalement. Et donc, on va devoir remettre dans le système, sinon on ne s'en sortira pas. Juste des volumes. Si on regarde la surface totale cultivée aujourd'hui sur la planète, totale de l'humanité, et si on regarde les besoins totaux en eau de l'humanité, donc 70% c'est l'agriculture, 20% c'est l'industrie, 10% c'est les besoins domestiques. Et quand on regarde ces deux choses-là, qu'on les met l'un dans l'autre, il suffirait qu'il pleuve quelques centimètres par an partout sur les surfaces cultivées pour qu'on ait de quoi avoir la quantité d'eau que l'on consomme. Autrement dit, à peu près partout sur la planète, il pleut beaucoup plus que l'eau dont on a besoin. Donc on n'a même pas besoin de l'eau des rivières, des nappes phréatiques, des lacs, etc. On n'a pas besoin de ça. Simplement, ce qui pleut en France dépasse largement la quantité d'eau qu'on consomme en France. Et ça vaut à peu près partout. Donc ça, c'est très important à comprendre. En fait, l'eau, elle est là, en abondance dans le système, et nos systèmes s'empressent de la jeter. C'est-à-dire que dès que la pluie tombe sur nos terres, que ce soit les villes, que ce soit les champs, cette eau est mise à la poubelle. En l'occurrence, elle part dans les drainages, elle sous forme de boue, sous forme d'eau, dans les caniveaux, elle finit à la rivière, à la mer, en détruisant tous les systèmes aquatiques au passage parce qu'elle emporte des boues. Et l'eau, on s'en débarrasse. On a mis tous nos systèmes humains sous un parapluie. Et au bord des parapluies, l'eau tombe et détruit tout. Inondations, catastrophes. Oui, ce que l'on peut voir malheureusement dans le monde à grande échelle. Absolument, partout il y a des inondations. Ça, c'est parce qu'on met nos systèmes sous parapluie, que l'eau n'est plus utilisée comme une ressource, elle devient destructrice, au lieu de la transformer en production végétale, donc en humidité. Mais pour ça, il faut des plantes. J'ai une petite question. Est-ce que, alors ça sort un tout petit peu du cadre, mais je me la pose. Est-ce que les ondes, la 5G, tout ça, est-ce que par rapport à ce système qui a toujours bien fonctionné depuis la nuit des temps, ça l'altère ou elle peut continuer à fonctionner ? Tu sais, il y a encore aujourd'hui des gens qui prétendent qu'on n'a pas d'études qui prouvent que l'agriculture biologique, je te réponds par un petit détour, est moins toxique et engendre moins de maladies que l'agriculture chimique. Donc on va te rétorquer, c'est pas prouvé, c'est jamais prouvé en fait. Quand c'est le système, quand ça attaque le système, c'est jamais prouvé. Ma foi, ce que l'on sait, c'est que déjà ça perturbe les animaux. C'est connu pour les baleines, etc. Ça perturbe les humains. Je vois pas pourquoi ça perturberait pas les végétaux. Mais en fait, je pense que la bonne façon d'aborder ça, c'est qu'on n'en a pas besoin. Et tu vois. Non, mais je veux dire, la nature le subit. La nature le subit. C'est ça mais que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on utilise massivement quelque chose dont on n'a pas besoin, forcément, c'est une destruction ou une pollution. Bien sûr. Et ça, c'est une leçon qu'on ne veut pas comprendre. Ouais, c'est une très bonne réponse. Et en fait, ça m'amène. Tant mieux, ça fait une belle transition. On en a besoin. Parce que c'est quoi le choix auquel on est confronté aujourd'hui ? Ou c'est la photosynthèse, en dernière analyse, ou c'est le transhumanisme. Et c'est pour ça que les puissants, ces fameux systèmes financiers qui détiennent toute la planète, plus puissants que les États, etc., ne veulent pas changer, continuent de détruire la planète. Pour eux, c'est pas un problème de détruire la planète, puisque leur futur à eux ne dépend plus d'écosystèmes, ne dépend plus de la photosynthèse. C'est le transhumanisme, ils l'ont dit, que ce soit Harari, que ce soit Attali, que ce soit Schwab. Et à terme, le projet, c'est que même l'esprit humain vive dans des machines. Oui, pour les riches. Mais bon, donc eux n'ont pas besoin de la photosynthèse avec un tel projet. Donc maintenant, moi, je pose la question à tout le monde. Que veut la population ? Que veulent les hommes, les femmes ? Et pour moi, ils veulent tous à 99% le choix de la photosynthèse et pas le choix du transhumanisme. Voilà, donc ça, c'est très politique, avec en face des enjeux financiers énormes. Donc voilà, c'est un peu... Mais la permaculture, on peut la faire passer partout où c'est possible.
partout, par les petits moyens, au bord, chaque fois voilà, c'est ça l'idée, chaque fois que c'est possible, chaque fois que ça vaut le coup, il faut mettre des arbres, mettre des plantes, couvrir le sol, bourrer de micro-organismes, densifier, diversifier, que ça grouille de racines et de micro-organismes. Et on s'en sort. Et peut-être qu'à force de montrer des systèmes vertueux, qui produisent de l'abondance sur petite surface avec quasiment pas de travail, peut-être que ça changera suffisamment de masse critique dans la société pour que ça bascule. Et toi, justement, donc tu fais des formations, tu continues à en faire. Oui. Hein, donc ça, c'est super pour les gens que ça intéresse, parce que finalement, il y a peut-être beaucoup de demandes et peut-être pas énormément de propositions. Donc en tout cas, toi, tu en proposes à la belle saison à partir de mars. Oui, voilà, mars jusqu'à juin, c'est comme ça. En même temps, on a la botanique, on a les fleurs, parce que on peut pas être un bon permaculteur, on peut pas bien comprendre si on connaît pas non plus la botanique, les écosystèmes, un minimum. Je suis pas un expert de niveau comme un spécialiste de botanique, mais quand même les grands permaculteurs connaissent tous la botanique, et je connais quand même les bases de la botanique. Donc on peut pas faire ça en fait. Alors, tu peux nous rappeler le nom de ton site internet ? Oui, alors le long nom, c'est Permaculture et Reforestation sans frontières. On tape Permaculture sans frontières, ça sort aussi. Voilà, et puis sur ton site, eh bien, vous pourrez trouver toutes les références qui ont été citées par Eric. Et d'autres. Puis, et d'autres. Et puis il y a encore beaucoup à dire, ce qui nous donne envie de faire aussi une émission sur effectivement comment se nourrir. Ça va être la suite. Et ça sera une prochaine fois. Merci mille fois Eric pour nous avoir éclairés. Effectivement, c'est un peu rapide, c'est très dense, il y a plein de choses à dire. Est-ce que tu veux avoir le mot de la fin ? Je ne sais pas quoi dire de plus. Si retrouver la symbiose entre... C'est le modèle de la symbiose mycorhizienne en fait. Voilà, nous on a besoin à nouveau de la symbiose entre les systèmes naturels, les forêts, les micro-organismes et nos sociétés. Sinon, ça passe pas. Sinon, la solution c'est le transhumanisme en fait. Merci beaucoup. Fin de ce Vademecum. La soirée continue sur Radio Zinzine et à bientôt. Bye bye.